Et donc l'illustrateur Nicolas Fructus, qui est connu à peu près dans tous les domaines concernant l'illustration en France. Et donc il va nous parler un petit peu de son parcours. On va essayer de faire comme si on était à la maison autour d'un feu de bois, parler de dessin, parler de livres, parler de littérature, parler de bande dessinée et parler de projets aussi. Donc Nicolas a fait l'affiche de cette année, on va un petit peu en parler ensuite. Et il nous présente une exposition assez atypique dont il va nous parler aussi, qui concerne là des travaux photographiques. Donc je trouve que c'est quelqu'un d'assez remarquable par sa polyvalence. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, Nicolas? Oui. Et après un peu de cette polyvalence, parce que moi ça m'intrigue pas mal. D'accord, en fait moi j'ai commencé il y a maintenant une vingtaine d'années en illustration. Mon premier métier, c'est illustrateur, et c'est vraiment ce pourquoi j'ai été formé au départ. Il faut que je parle plus fort. Vous entendez bien là? Ouais. Et quand j'ai commencé en illustration, en fait très vite, on s'est retrouvé. Moi, je suis sorti d'école dans les années 90, et dès les années 90, on avait beaucoup de professeurs d'illustration qui nous disaient mais écoutez les jeunes, l'illustration fantastique c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Donc fort de ça, on est sorti toute une équipe à faire pas mal de fantastique et on a essayé de s'orienter assez vite vers d'autres domaines. Donc en fait mon parcours professionnel, j'ai commencé en illustration, mais très vite j'ai été raccordé au dessin animé, aux jeux vidéo, au cinéma, aux jeux de rôle, jeux de plateau et à la bande dessinée. Donc toutes ces choses se sont... à chaque fois qu'un projet a pu se présenter dans ma carrière professionnelle, en fait, j'ai essayé de l'aborder de façon à pouvoir entrer dans le domaine. Et ça fait maintenant donc plus de 15 ans que je navigue en fonction de ces domaines-là, en fonction des projets, en fonction de ce qui m'est proposé, de ce que j'ai envie de faire. Alors ça veut dire donc les domaines du jeu et de l'animation, je dirais avant les années 2000, et aujourd'hui beaucoup plus proche du livre, de la bande dessinée. Oui, tout à fait, oui. Il y a plus de production des années 90 au milieu des années 2000 que maintenant, où je suis beaucoup plus en illustration, en édition plus traditionnelle, oui, pour le coup. Alors, est-ce que ça peut... parce que moi, je le vois, du coup, tu passes d'un travail d'équipe, oui, en fait, à un travail plus individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une maturité un peu plus assumée, je dirais, un travail, une esthétique plus personnelle, ou y a cette esthétique-là, est-ce que tu l'avais dès le départ, quoi, par exemple? J'ai l'impression d'avoir toujours été un peu décalé. Enfin, j'ai toujours adoré le fantastique, j'ai toujours voulu en vivre. J'avais pas forcément envie de faire ce qui se faisait sur le moment, quand il y a eu toute la vague, quand il y a eu toute la période cyberpunk. J'avais pas envie de faire des illustrations cyberpunk, par exemple. Ça ne m'intéressait pas. J'y jouais en jeu de rôle, par exemple, mais où il pouvait y avoir des jeux de plateau, ce genre de choses qui étaient liées au cyberpunk, mais ça ne m'intéressait pas d'illustrer ça. Donc ça a été... oui, bon, j'avance là-dessus, j'avance au coup de cœur, et par rapport à mon propre travail, j'ai à peu près toujours travaillé comme ça. Tu as un univers que tu qualifierais plus de fantasy, de fantastique, ou de SF finalement? Parce que le cyberpunk, ça peut quand même intéresser si on se sent attiré par la SF. Tout à fait. Plus héroïque fantasy, enfin plus fantastique en règle générale. Alors justement, cette notion, je la trouve intéressante, c'est que souvent, professionnellement, on est amené à avoir des discussions de production ou d'édition qui donnent tout de suite des axes en disant ça doit être heroic fantasy, ça doit être SF, ça doit être... et ça, je trouve que c'est souvent une erreur fondamentale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent d'univers qui sont d'abord entièrement créés et qui, une fois qu'ils ont pris leur autonomie, deviennent tel genre ou tel genre. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler, même pour Showman Killer par exemple. Certes, c'est de la science-fiction, c'est une forme de space opéra remis à la sauce Jodorowsky, donc avec tout le décalage que ça comporte, mais justement, pour moi, c'est d'abord un univers fantastique avant de dire c'est de la science-fiction. C'est pas vraiment le propos, en fait, et ça m'intéresse pas trop. Mais là, tu entends fantastique par imaginaire, simplement? Oui, imaginaire, onirisme. Enfin, c'est plus la notion d'onirisme qui m'intéresse, c'est la façon dont, indépendamment, on peut rêver les choses, et dont on peut le faire partager aux gens. Donc ça, je trouve que c'est le propos de l'illustration, c'est le propos de ce que je fais en dessin, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie de travailler dans plein de domaines différents, parce que qu'on peut être exclusivement dans un secteur qui touche exclusivement un public. Je trouve pas ça forcément très intéressant, voilà.
Et alors, tu parles d'onirisme, et quand on voit un petit peu ton parcours, tu t'es quand même, je dirais, attaqué à des sacrées, je dirais, entreprises qui ont, disons, qui correspondent à peu près à tout, sauf à onirique. Est-ce que tu peux, par exemple, nous parler de ton expérience de travaux collectifs, par exemple, sur Arthur et les Minimoys, les Minimoys, par exemple, ou le 5e élément? Non, le 5e élément, j'y ai pas participé. J'ai vécu avec tous ceux de l'équipe qui ont bossé pour le 5e élément, mais j'ai pas touché à ça. Donc ton expérience cinématographique, par exemple, avec EuropaCorp aujourd'hui, Luc Besson, et comment on arrive à intégrer une équipe comme ça, en gardant justement ce désir onirique, cette volonté de travail. Là, tu nous as fait le plaisir d'amener des petites sculptures qui sont tirées du film Arthur et les Minimoys. Donc, quand on voit ce petit travail ciselé, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il n'était pas en train de travailler avec Besson, en train de regarder par-dessus son épaule, parce que là, ça ne doit pas être possible. Enfin, Est-ce que c'est possible de garder cette... Je peux expliquer le parcours rapidement. En fait, c'est fin 2001, c'est Philippe Rouchier qui développait avec Patrice Garcia qui est l'auteur d'Arthur et les Minimoys, qui a vraiment démarré le projet, qui a scripté tout ça avec sa femme et qui a fait les premiers visuels. En fait, on décidait de former une équipe réduite, et c'était un peu la tractation avec Besson, c'était de dire, voilà, on évite de faire une production de fleuve où on embauche 30 dessinateurs à la chaîne qu'on fait bosser pendant 3-4 mois, on récolte tout ça et on l'adapte. Non, le but c'était de dire, on prend une équipe serrée de personnes qui travaillent un peu dans tout, c'est-à-dire qui savent faire du personnage, qui savent développer un univers complet, personnages, décors, objets, qui savent faire du storyboard, qui savent également développer des images qui vont servir d'étalons après pour toute l'image de synthèse et les maquettes. C'était d'arriver à avoir tous ces métiers, à pouvoir détenir un peu tous ces métiers et travailler en équipe serrée. Le principe de l'équipe serrée, alors c'est beaucoup plus long de fait, parce que c'est pas du tout comme les productions américaines. On travaille dans la longueur, puisqu'on n'est que 4, on n'était que 4 pour tout développer. Donc ça représente plusieurs milliers d'images et plusieurs années de validation. Donc Arthur et les Minimoys, ça va de 2002 à 2008 pour les 3 volets, avec 5 ans pour le premier et puis après 1 an et demi pour le 2 et le 3. Il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Mais pour revenir même à la notion de sculpture et à notre degré de liberté à l'intérieur de films comme Arthur et les Minimoys, alors aujourd'hui je trouve que ça n'a rien à voir par rapport à l'illustration, on a vraiment carte blanche en comparaison, mais dans Arthur et les Minimoys, on avait une liberté totale pour les premiers développements. Toutes les validations se faisaient avec Luc Besson, donc c'est lui qui passait, on validait à chaque fois les dessins, ou c'est lui qui disait, alors j'aime bien ça, mais j'aimerais bien qu'on remette un bout de ça avec, etc. Donc on modifiait les images en fonction. Malgré tout, c'est lui qui décidait de tout à la fin. Et toutes ces étapes de travail, celles-là ne sont pas frustrantes. Et malgré tout, ça reste de la production. Et il y a un moment où il y a une réduction de tout ça. Cette réduction, c'est ce qui se passe et ce qui arrive finalement en image dans le film. Et par rapport à ce qui a été développé, c'est une peau de chagrin. Enfin, par rapport à tout ce qu'on a pu faire. Du coup, le livre t'apporte plus de satisfaction sur le produit fini? Carrément, parce que ce qui m'intéresse de plus en plus avec les années, c'est pas tellement ce qui peut se passer dans ma tête, parce que des trucs qui se passent dans ma tête, ça fait 20 ans que j'ai envie enfin ça fait même plus, ça fait depuis que je suis môme que je fais des dessins et puis que j'essaie de sortir des trucs de ma tête, mais c'est quel est le médium qui retranscrit le mieux ce passage on peut penser à quelque chose, on le dessine, à ce qui peut être présenté aux gens. Et dans ce qui peut être présenté aux gens, le livre est un support fabuleux. Le jeu, en fait, aussi, je travaille pas mal pour le jeu, les jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle. Là aussi, on en discutait tout à l'heure avec certains du jeu de rôle. Ça reste un terrain sur lequel on peut se permettre encore, je vais dire, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a une liberté totale de développer un certain nombre de concepts un peu extrêmes en se disant « oulala, ça c'est extrême, mais on y va, on s'en fiche ». On se dit « ben oui, mais c'est ça qu'on a envie de dire, donc il faut le dire comme ça ». Et ton expérience sur le jeu, donc avant Arthur et les Minimoys par exemple, t'a servi au niveau de la gestion de l'équipe, savoir gérer gestion des égos de chacun aussi, parce que j'imagine travailler avec 4 illustrateurs, même si c'est une petite équipe,
il faut que chacun puisse s'exprimer. Oui, ben, en plus, oui, mais on avait tous des expériences, à peu près tous, 3 sur 4, on avait tous déjà travaillé en production. Moi, je sortais de 4 ans de direction artistique en jeux vidéo. Et direction artistique en jeux vidéo dans les années 90, ça voulait dire tout faire, vraiment tout faire, c'est-à-dire et dessiner et surveiller les équipes. Donc c'était du temps d'Arcel Tribe, et à cette époque-là, il y avait eu le jeu Pilgrim et Ring, Pilgrim avec Mébius et puis Ring avec Druyet. Derrière, il y avait 50 personnes qui travaillaient, donc on avait tous des habitudes comme ça de direction artistique, de réalisation. Donc quand on s'est retrouvé à 4, il y avait ça de marrant, c'est qu'on savait qu'il y avait une hiérarchie, mais en même temps on était tous dessinateurs et on avait tous développé en production. Donc il y avait aussi un immense respect à regarder ce que faisait l'autre et à dire jusqu'où tu peux aller toi. Et du coup à se faire passer aussi les dessins et à les continuer entre nous. Et tu repars sur de nouvelles aventures au niveau cinéma par exemple ou pas? Non, parce que j'ai pas très envie à cause de tout ça. J'aurais envie, si j'ai quelques contacts, j'ai des amis qui sont dans la réalisation ou direction artistique et qui ont envie de lancer des projets justement. Mais là j'irais si effectivement il y a une réelle motivation de ces personnes-là qui sont des proches, parce que je sais qu'ils vont essayer de suivre le design et de le répercuter au maximum dans leur travail. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Travailler pour une grosse structure, non, aujourd'hui ça m'intéresse plus tellement. Et alors, tu diversifies énormément tes supports, hein, sur les domaines en tous les cas d'expression, que ce soit le cinéma, donc le jeu, le livre. En termes de graphisme, par contre, moi je trouve une homogénéité quand même entre ce que tu fais en illustration, ce que je vois dans la bande dessinée, que ce soit, là on voit les couvertures, mais je vous invite à les ouvrir, on s'aperçoit qu'il y a le même type de travail, la même densité, la même minutie dans la couleur, en couleur directe, si j'ai bien suivi la couleur directe, mais numérique. Ouais. Mais quand même en couleur directe. Donc tu arrives à garder cette identité, ou est-ce que par moment tu t'amuses aussi à explorer vraiment un autre style dans le dessin lui-même, pas que dans le support, quoi, vraiment il y a un peu, alors ça c'est compliqué parce que ça fait appel à plusieurs choses. Pour revenir justement sur Arthur et les Minimoy, il y a une bascule qui est assez intéressante. On commence en 2002 et moi je travaillais déjà sur Torrent. J'avais commencé la série Torrent en 2001, que j'avais déjà travaillé depuis 2000. Donc j'avais 1 an et demi de travail sur cette série-là, j'étais sur le tome 2 et Arthur et les Minimoy a commencé. Et on avait une façon de travailler sur Arthur et les Minimoy qui fait qu'on fait des bons graphiques, c'est-à-dire qu'on a tous changé de style et de façon d'appliquer le travail, notamment parce qu'on travaillait quasiment essentiellement en numérique, et beaucoup à partir de composites, de photographie et de dessin. Donc une sorte de va-et-vient entre ce qu'on pouvait dessiner, ce qu'on pouvait scanner, à remettre des matières, à faire des images cinéma. Ce qui fait que quand on fait de la BD à côté, ça n'a juste rien à voir, c'est un autre processus de travail. Donc l'une des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a on travaille aussi en tant que dessinateur, tu le sais bien, il y a aussi on va travailler au travers d'un style. J'avais commencé dans un certain style sur Torrent, et je me suis aperçu au bout de 3 ans que j'avais beaucoup bougé graphiquement. C'est-à-dire que je ne pouvais plus faire techniquement les choses de la même façon, soit parce que j'avais plus envie, soit parce que ça avait trop changé. Donc j'ai dû me freiner sur c'était sur le tome 3, après j'ai retrouvé une vitesse de croisière sur Torrent, mais sur le tome 3 j'ai eu d'énormes difficultés parce que je devais freiner mes aspirations et ma façon de travailler, parce que j'appliquais ce que je faisais sur le Besson à Torrent. Et c'est pas ce qu'il fallait faire, il fallait vraiment revenir sur ce que j'avais fait sur le tome 1 et 2, pour qu'il y ait vraiment une continuité. Mais ça, c'est un boulot à plein temps, la continuité, justement. Et à propos des différentes techniques, tu es passé je dirais, du traditionnel au numérique assez rapidement. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à te balader avec un carnet de croquis et un vrai crayon, ou est-ce que tout est numérique? Je fais les deux. Oui, je continue à me trimballer avec le carnet de croquis, enfin c'est plutôt des grands carnets. Vu la taille de tes bras, tu peux. Oui. En fait, en fonction des... vous devez en voir passer d'ailleurs un certain nombre. Il y a beaucoup de choses qui sont assez proches de l'esquisse et juste d'images rehaussées noir et blanc, voilà, comme celle-ci. Ça, par exemple, c'était destiné à quoi, par exemple? Ça, c'est Kadat. Ça, c'est pour Kadat.
j'ai fait beaucoup de choses comme ça qui sont démarrées en croquis et qui sont un petit peu retouchées sur machine. C'est juste des réaux comme on peut en faire en traditionnel, donc en remettant juste quelques blancs et quelques ombres. Mais beaucoup de ce travail-là est fait aussi à partir de dessins réels, enfin sur carnet. Donc je continue et même j'y reviens parce qu'il y a, en image de synthèse, je trouve qu'il y a un moment où on aime beaucoup travailler en tout numérique, parce qu'il y a une dimension très agréable à bosser en tout numérique. Et en même temps, il y a, sans parler de nostalgie, c'est pas ça, mais c'est plus d'ordre psychologique. C'est une façon d'appréhender et technique, c'est une façon d'appréhender le dessin, c'est-à-dire que la vision que l'on a en travaillant sur un original papier n'est pas la même qu'en travaillant sur machine. Il y a des esquisses ou des recherches que je peux faire, par exemple. Si j'ai une recherche de design à faire pour un nouveau projet de BD, il y a des choses que je vais attaquer sur machine. Et puis, au bout de 2 jours de travail, je m'aperçois que rien de bon n'est sorti, parce que le fait de travailler sur palette graphique, pour faire quelquefois des recherches design, c'est pas le truc qu'il faut. Et quelquefois, en 5 minutes sur un bout de papier, on tombe tout de suite l'idée. Et puis l'inverse existe aussi, ça m'arrive de démarrer comme ça en griffonnant, en chargeant une page, et en me disant, non, finalement c'est moche, alors je balance le truc et je l'attaque en tout numérique. Donc c'est vraiment des processus psychologiques et intellectuels très différents, et j'ai même pas d'explication là-dessus, ça alterne. C'est assez intuitif, quoi. Enfin, oui, presque, oui, ça se teste. C'est vraiment l'outil de l'artisan, là, du coup. Oui, parce que ça dépend à la fois du projet lui-même et puis de la période à laquelle j'attaque ça. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je travaille tout en numérique. C'est évident, dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à attraper la palette de l'ordinateur plutôt qu'un crayon. Et puis au bout de 2 jours, je me dis, mais t'es bête, fais-le sur papier, ça ira plus vite. Et alors sur tes projets récents, donc il y a le livre Cadette que l'on n'a pas là parce qu'il en... Alors, des difficultés à trouver parce que c'est quand même un succès. Il y a une dizaine d'exemplaires qui arrivent direct de chez l'éditeur et qui vont arriver d'ici samedi maximum. J'en ai pas à vous présenter. Un livre illustré magnifique avec donc 4 auteurs qui ont travaillé autour de l'univers de Lovecraft, on dira, qui est un univers a priori que tu as l'air de plutôt apprécier, puisque on verra un petit peu plus tard dans le travail photographique, il y a des pieuvres de partout. Oui. Donc, alors, tu vas pas nous parler de ton amour du tentacule, mais plutôt, alors comment ça s'est passé avec Lovecraft, avec le travail donc concernant avec les 4 auteurs, avec Nemos par exemple, parce que le rapport avec les 4 auteurs sur un livre illustré n'est pas forcément le même que tu as eu par exemple avec Jodorowsky sur le scénario de la bande dessinée. Clairement, et puis ça se montre, les projets ne se montrent pas de la même façon, ça n'a rien à voir. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'exposition montre cette série de photos. Je vais malheureusement parler de l'exposition parce que c'est ce qui amène Cadette en fait. Ok, alors on va reparler de l'exposition. J'ai commencé par ce travail photographique en 2008, qui était la volonté de faire une série de 15 images photographiques qui étaient des recomposées à partir de plaques de verre. Donc jusque dans les années 1930, la plaque de verre est l'un des supports privilégiés de la photographie. Et notamment de la photographie technique, c'est-à-dire tout ce qui est photographie professionnelle, packshot, architecture, tout ça se faisait sur plaque de verre. Bon, beaucoup d'amateurs éclairés ont utilisé ces plaques, on en trouve encore dans les brocantes, un peu partout. Enfin, ça sera réussi à en trouver combien, dis-moi? Plusieurs milliers, je sais pas, j'ai jamais compté, mais c'est tout en vrac, je sais pas, plusieurs milliers en tout cas. Et ça va de petits formats comme ça, des grandes plaques qui font des formats A4 au moins en négatif. Donc ce sont des qualités hallucinantes. C'est un support qui plastiquement déjà est attirant et c'est fascinant. C'est une sorte d'hecta gigantesque. Donc c'est à partir de ça que j'ai fait cette série de photographies. Là c'est la première fois, on est d'accord, c'est la première fois qu'elle est présentée sous son format. Alors du coup oui, parce qu'au départ ça a été pour faire un livre de tirage. C'est un tirage limité à 20 exemplaires. Je vous invite à aller regarder dans les vitrines le livre en question. Voilà, donc le livre en question est en vitrine. Et ces images-là, par contre, je les ai travaillées au format auquel vous pouvez les voir là dans l'exposition. Donc c'était d'assez gros formats que j'avais travaillé. Et dedans, j'avais commencé à disséminer, donc il y avait aussi un travail de dessin et de peinture à l'intérieur de ces images. Et tout ça est encore refondu par des matières et des superpositions de plaques. Donc j'avais fait ça pour mon plaisir.
vraiment, parce que ça a été la seule motivation du projet, c'est pour le plaisir, et puis pour faire quelque chose de concret, surtout que je sortais de pas mal d'années de production, c'était à la fin d'Arthur et les Minimoys, j'en avais un peu marre, c'est un peu ce que j'avais fait pour le jeu vidéo en 2000, quand je suis parti du jeu vidéo, j'ai dit bon j'arrête tout, je fais de la BD, il y a un besoin à certains moments de se ressourcer, de faire un boulot personnel. Revenir dans l'atelier seul. Ouais. Et c'est par en fait un ami graphiste, Franck Achard, qui travaillait avec les éditions Nemos, qui m'a présenté à eux, parce qu'il savait qu'il développait une collection qui s'appelle Ouroboros, dont le principe est de développer une cité fantastique. Alors sur le thème est choisi un peu collégialement par les gens qui sont à Nemos et puis les quelques auteurs qui peuvent être intéressés. Et en ouvrant une brèche, une piste, le but c'est de développer à la fois, c'est d'avoir l'écriture croisée de 4 écrivains qui écrivent des textes sur le thème donné, et un illustrateur qui est chargé d'illustrer au maximum. Alors ce qui avait lancé ce projet-là, c'était sur Mathieu Gabory, sur Abîme, c'est le livre d'Abîme, illustré par Trignac, parce que Trignac avait fait la majorité des illustrations. C'est Julien Delval qui a fait des illustrations additionnelles. Je crois qu'il y a peut-être un autre illustrateur, je ne sais pas. Voilà, je m'excuse si je l'oublie. Et donc le Abîme de Mathieu Gabory avait été le premier de la collection. Donc Kadat, après est arrivée l'idée de Kadat. Et quand il y a eu ça, moi, je suis arrivé avec le livre pour le montrer à Frédéric Veil, pour lui dire, ben voilà jusqu'où on peut aller pour faire du Lovecraft, ça peut être intéressant d'explorer certaines pistes comme ça et d'avoir une sorte de... L'un des problèmes de ce genre de livre, c'était le problème même de Kadat, c'est qu'on savait que ça allait faire à peu près 200 pages, qu'il allait y avoir 80, 100 visuels, et que ces visuels, j'utilise le terme de visuel justement parce que ça devait prendre différentes formes. Déjà parce qu'il y avait 4 personnes qui écrivaient dedans, donc qui donnaient des approches radicalement différentes et des esthétiques différentes à l'ouvrage, et le fait que je n'avais pas envie de m'épuiser sur un seul style graphique. Je voulais pas faire 100 fausses photos ou 100 petits croquis. Oui, il y a des dessins qui habillent simplement le texte. Voilà, la volonté, c'était de retrouver aussi un peu ce que l'on peut trouver même dans l'illustration du 19e siècle, même dans les Gustave Doré ou dans les Robidas, parfois de la gravure, plein de pages surtravaillées avec 4 personnes, 3 continuateurs qui travaillent dessus, et puis des petites esquisses dans un coin juste pour montrer, pour illustrer un propos, mais qui n'a pas forcément besoin de plus. Donc tout le travail de Kadat était de jouer là-dessus, à la fois sur la grosse image qui tape, puis à d'autres moments de respirer, d'être tranquille et puis de faire juste une esquisse. Donc est-ce qu'il y a eu un désir par exemple aussi d'homogénéité dans les textes même en fait, ou est-ce que c'est vraiment donc 4 nouvelles complètement disparates oui, non, et toi tu as fait entre guillemets un effort pour... Il y a un travail du directeur d'écriture, c'est Raphaël Granier-Cassagnac qui est l'un des 4 écrivains, mais qui, avant d'écrire son texte, en fait, a coordonné les 3 autres textes. Donc sur Kadat, à l'époque, on n'avait pas eu tellement le temps de faire ça en amont, mais là on attaque un nouveau projet sur Jules Verne, en fait, toujours avec Nemos, toujours dans la collection Ouroboros. Tu peux nous citer les 4 auteurs par exemple, là, ou est-ce que c'est trop tôt? Il y a Joan Elliott, il y a Jeanne Débat et Raphaël, j'ai oublié son nom, et Raphaël Granier. Voilà. Et sur Kadat, on n'avait pas eu le temps d'anticiper suffisamment le travail de dessin, parce qu'il y a aussi un jeu qui est assez intéressant. On a toujours tendance, je trouve que c'est assez français, c'est de faire passer l'écriture avant le dessin, et de dire que l'écriture, quelque part, est plus fondamentale ou apporte plus de base ferme à un projet. Et typiquement, dans un projet de développement de cité, un développement graphique où il faut faire et les plans, et les bâtiments principaux, et les histoires qui peuvent se passer à l'intérieur, n'est-il pas plus intéressant de faire travailler parfois le dessinateur avant? Donc ça a été... On n'a pas eu le temps sur Kadat, on a eu pas mal de réunions, on a discuté comme ça assez librement, où moi j'intervenais, je disais écoutez, moi je risque de faire quelque chose d'à peu près comme ça, sans qu'il... voilà, ça c'est une image de Kadat. On peut faire une image à peu près comme ça,
et puis eux, ils sont partis sur leur écriture, et après j'ai fait les images définitives, et ils ont dit « Ah oui, d'accord », donc il y a eu, ça s'est fait en 2 temps. Mais là, par exemple, pour le Verne, il y a un certain nombre de dessins qui ont été faits bien avant. Ce sont même les écrivains qui ont écrit, alors, dans des rails pas trop forcés non plus, hein, ils ont eu beaucoup de liberté aussi, mais où le principe était quand même de partir un petit peu de dessin pour pouvoir être guidé aussi dans l'écriture. Et ton projet, enfin le travail sur le livre photographique, là par contre, le texte, tu en es l'auteur. Pardon, tu es l'auteur du texte. Oui, tout à fait. Tu peux nous parler un petit peu de cette aventure là, Oui, ben qu'est-ce qui leur arrive à ces explorateurs. C'est en fait le livre retrace l'histoire d'un ingénieur français qui est détaché en Amérique du Sud pour construire des routes et pour réhabiliter et pour faire des percées dans les montagnes. Et lors de ses explorations, il découvre une créature pétrifiée. Il sort de cette créature, elle est gigantesque. Elle semble presque encore vivante, elle est conservée, ses liens fossiles, ils n'arrivent pas à savoir, c'est comme si elle était encore vivante, donc ils arrivent à sortir cette créature. Ils découvrent, pas longtemps après, une grotte à l'intérieur de laquelle il y a des œufs gigantesques, enfin il conseille beaucoup de phénomènes assez étranges. Il se dit, il va très vite dans... Alors tout se passe à la fin du 19e siècle. Il va vite, il court vite en ville pour essayer de ramener du monde, des journalistes et tout, pour pouvoir parler du phénomène. Et là, c'est le complot, c'est David Vincent et les envahisseurs. Il est le seul à avoir pu constater ça. Toutes ses équipes de travail ont disparu, la grotte s'est effondrée, on n'y a plus accès, le poulpe géant a disparu, celui qui a été sorti de terre. C'est le mystère complet. Il est rapatrié, il est enfermé, il est mis en asile psychiatrique. Et donc c'est une histoire très Lovecraftienne et petit à petit il s'aperçoit en fait que lui arrive à entrer en contact avec ces créatures-là à partir du moment où il photographie. Donc très souvent il est amené à faire des sorties de son asile pour aller prendre des photographies et à chaque fois apparaissent sur les plaques ces créatures d'un autre monde dont il n'arrive pas à savoir ni d'où elles viennent, ni ce qu'elles font. Enfin, c'est même plus le propos, il sait juste qu'il est une sorte de connexion entre ces deux mondes. Donc il passe sa vie à photographier. Et donc il y a toute une intrigue qui est liée à la fois au directeur de l'hôpital psychiatrique, la femme de ce chercheur. Voilà, donc en gros c'est... Donc une mise en scène aussi des photographies. C'est une mise en scène des photographies. Puisque les photographies, j'ai commencé par récolter toutes les plaques, j'ai commencé à faire des montages pour voir à peu près ce que je pouvais en faire, j'ai commencé à esquisser les créatures, tout ça, et puis essayer de faire... il y avait une montée en puissance des créatures, c'est-à-dire qu'au début on était juste... on ne voyait pas trop les créatures, ça se fait petit bout par petit bout, jusqu'à voir des phénomènes de plus en plus surnaturels. Donc une fois la série montée, j'ai commencé à écrire le texte, de façon à faire le lien entre chacune de ces images. Voilà. Je vous rassure, c'est fait sur Photoshop, tu prends pas en photo des poules. Oui, tout à fait. Non, toujours pas. J'aimerais bien, mais... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta collaboration sur aussi les derniers les dernières sorties, à savoir avec Jodorowsky, parce qu'il était là l'année passée. Oui. C'est un personnage, je dirais, haut en couleur. Donc, comment ça se passe quand on est à deux et que l'un s'appelle Jodorowsky? D'abord ça fait peur. En fait, historiquement déjà quand j'étais sur Torrent aux Humanoïdes Associés, Jodorowsky avait quasiment toutes ses publications aux Humanoïdes Associés. Et les directeurs de collection m'avaient dit, tu sais, ce serait bien pour remotiver un peu ce qui se passe sur Torrent, que tu travailles peut-être une série avec Jodorowsky et tout. Puis à l'époque j'aurais dit, écoutez, je veux pas trop parce que Jodorowsky, j'en ai pas toujours des échos, j'en ai des échos parfois un peu bizarres. Et je savais qu'il y avait un peu deux façons de travailler avec Jodorowsky, c'est-à-dire soit on était un vieux de la vieille, un Jiménez, un Mébius, un Bess, un Book, et là il n'y avait pas de problème, soit on était un plus petit auteur, c'est Beltran, Jean Gétoff, qui sont des auteurs importants bien sûr, mais qui sont un peu plus écrasés par Jodorowsky, enfin qui donnent cette impression-là.
et où on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément toutes les libertés qu'ils voudraient en travaillant avec quelqu'un comme Jodorowsky. Donc à l'époque j'avais dit bah, vous êtes gentil, non, je finis Torrent et puis on verra après, peut-être, mais je fais pas les deux. Je fais pas et Torrent et un Jodorowsky. Et puis le temps a passé, il y avait un projet à l'époque, il y avait un script qui traînait, qui était le script de Showman Killer, hein, qui était le démarrage, qui était à l'origine pour Jiménez. Donc là il y avait un lien intéressant, c'est ce qu'il devait faire au-delà des métabarons. Et puis Jiménez a décliné parce qu'il voulait travailler seul. Bon, il sortait de 8 albums ensemble. Jiménez, il avait 2-3 idées de son cru dans son coin, donc il a dit non, je préfère pas. C'est un univers type un peu métabaron, c'est-à-dire qu'il repartait sur des principes un peu métabarons. Et le scénar est resté comme ça à naviguer un petit peu, et il atterrit en fait chez Delcourt. C'est Delcourt qui a récupéré ça, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires financières à cette époque-là aux Humano. Delcourt récupère ça, et Delcourt m'appelle sans savoir en fait que je connais déjà Jodorowsky. Parce qu'entre-temps, j'avais travaillé sur les mises en couleur de François Bouc pour Bouncer, pour la série Bouncer. Et à l'époque, en fait, Jodorowsky passait à la maison pour voir l'avancement des planches, pour voir l'avancement des mises en couleur. Donc on se connaissait déjà, on s'était déjà croisés plusieurs fois. Moi j'allais voir à l'époque du temps, alors là du 5e élément, j'allais voir ses spectacles, tout ce qu'il pouvait faire, toutes ces interventions qu'il faisait à Jussieu. Après tirer les tarots au bar d'en face, il allait faire ses conférences dans l'université. Donc tout ça, moi j'avais suivi, j'ai toujours aimé le personnage. Et quand on a commencé Showman Killer, donc ça s'est fait assez simplement, j'ai fait quelques images tests, ensuite on en a rediscuté ensemble, et puis c'était parti. Et alors le gros avantage de travailler avec quelqu'un comme Jodorowsky, où j'étais même assez surpris, parce que je m'attendais pas à ça. Il a commencé direct en disant, écoute, il y a des souhaits quel écrivain, toi, c'est toi le réalisateur. Et il parle vraiment en termes de réalisation pour lui dans les albums BD. Il dit, c'est toi qui mets en image, c'est toi qui fais le découpage, c'est toi qui a l'intelligence de mettre ça en image, donc c'est ton boulot. Il y a sûrement des choses qui vont pas te plaire, modifie-les, on en discute. Et par contre, ce qu'il préconise et ce qu'il veut vraiment, c'est d'avoir un lien assez fort quand même avec le dessinateur, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de discuter. Il n'y a rien qui le terrifie plus qu'un dessinateur à qui on donne un texte et qui lui rend les planches finies, où il n'y a plus rien à faire, où on ne peut plus intervenir, où on n'a plus la possibilité de changer quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose, ça par contre il m'a dit, évite, sinon on va pas se voir beaucoup. Et ben, on a fait l'inverse, donc on s'est pas mal vu en fait. Alors, soit téléphone, soit en direct, mais souvent la façon dont ça se passe, lui livre un script d'environ 35 planches, 35 pages, page, et qui a toute l'histoire. Donc c'est une description assez théâtrale en fait, c'est assez marrant, on a l'impression de dire une pièce de théâtre. Et donc moi je fais un premier découpage, qu'ensuite je lui montre. Et le but du jeu, c'est quelque part de lui raconter l'histoire, de lui dire bah tiens, c'est toi, je vais te raconter l'histoire là avec les dessins. Alors c'est juste des gros patatoïdes, c'est juste des boules informes et les textes qui sont posés. Et le truc, c'est de lui raconter en réutilisant tous ces textes, en introduisant tous ces textes, en disant voilà, je les ai mis comme ça en situation. Et en fonction de ça, lui il improvise. C'est-à-dire que lui il repart sur le truc en disant ouais, mais si tu as fait ça, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir ça. Et là on change le tout. Parce que moi de mon côté j'avais une contrainte, c'est que ce sont des images après qui sont assez longues à faire. Avec la mise en couleur avec la mise en couleur directe. Et ça c'est l'un des pièges de la mise en couleur directe, c'est-à-dire que la refaire, si une séquence ne va pas, de dire ben non, là, sur toute une page il faudrait tout décaler, ou non, c'est pas possible. Donc le but du jeu, c'était assez clair aussi avec lui, par contre, ça a été ma contrainte, c'était de lui dire écoute, je suis désolé, mais au-delà du découpage, je ne change plus rien. Tu pourras intervenir, mais je ne changerai pas fondamentalement une scène par rapport à la scénarisation. Et ça a plutôt très bien fonctionné, parce qu'après moi je revenais avec des étapes en cours du travail par contre, où là il intervenait en disant non, lui j'aime pas sa tête, là tu crois pas que là ça pourrait être plus clair, etc.
Et ça, évidemment, il n'y a pas de problème. Enfin, il faut qu'il y ait un vrai échange. Donc oui, plutôt un vrai échange. Et vous allez partir sur une autre série, parce que là c'est une série donc terminée. Est-ce qu'il y a des projets encore pour continuer avec lui ou... Oui, le but premier c'était de faire une série en 3 tomes. Alors c'était au départ en 2 tomes, lui il a voulu pousser à 4, je lui ai redemandé plutôt à 3, etc. Je voulais qu'il y ait une histoire finie en 150 planches. Qu'on ait quelque chose de cohérent et qui avance assez vite. Car tout est sorti en 2 ans et demi, hein, pas plus. Ce qui permettait d'avoir tout de suite un univers posé, et à partir de là, on peut faire soit des continuations, soit revenir sur les histoires. Combien de temps par album? Alors, sorti en 2 ans et demi. Moi je mets 6 mois pour faire un album en fait. C'est 6 mois mais à l'intérieur d'une année. C'est-à-dire que je n'arrive pas à travailler exclusivement sur la bande dessinée, comme je n'arrive pas à travailler exclusivement sur l'illustration, ou sur un film, ou sur un jeu vidéo, ou sur du jeu de plateau. Je ne peux pas faire, j'ai du mal à ne travailler que sur une seule activité. Parce que je trouve, c'est un travail, notamment la bande dessinée, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un travail au long cours, et ça use simplement. Il y a besoin de faire des pauses graphiques sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques. Et c'est ce qui donne, je trouve, plus de force après quand on revient sur l'album. Donc quelquefois, il faut 1 mois de pause de façon à revenir intelligemment sur l'album. Donc c'est 6 mois de travail. Alors, 6 mois de travail à 15 heures par jour, hein, donc ça correspond en plein temps normal à une année de travail. Mais c'est toujours sur 1 an par contre. Ouais. Alors tu as fait l'affiche des Utopiales de cette année, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner tes impressions, content, pas content de voir l'affiche, d'avoir envahi Nantes et ses environs, tout ça. Et après on passera peut-être, si ça vous intéresse, à quelques questions concernant son travail, si ça vous intéresse. Alors l'affiche, déjà c'est toujours, enfin l'affiche des Utopiales c'est quand même du lourd, oui, puis vu l'affichage c'est carrément très impressionnant. Ce qui me faisait peur un peu, déjà c'est le thème qui m'a été donné, on me dit les origines, je fais oui d'accord, ça évoque pas forcément grand chose, enfin oui ça amène plein de réflexions, pas forcément beaucoup d'images, enfin ça c'est, moi ça m'a pas amené beaucoup d'images tout de suite. Et puis le problème des affiches souvent c'est que quand on demande une affiche à un illustrateur, on est toujours un peu le... C'est possible de remettre l'affiche des Utopiales en fond d'écran? Merci. On est toujours dans une sorte d'entre-deux en disant bah voilà, il faut mettre tous les éléments que tout le monde a envie de voir, et puis en même temps il faut que je rajoute des trucs à moi, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi dans mon coin, mais en même temps sur un principe d'accumulation. Donc l'idée ça a été d'accumuler des objets architecturaux ou d'ambiance. Donc il y a à la fois il y a à la fois les escaliers, il y a cette ouverture avec les statues, ces sortes de statues primitives, ça continue petit à petit en bâtiment plus moderne. Malgré tout, il y a une réappréhension de la nature. Donc là aussi. Et sous les textes, il y a des personnages en fait. Oui, alors sous les textes, il y a des personnages qui sortent de l'eau parce que les escaliers plongent dans l'eau en fait. Et tout ceci contribue à la construction de cette tour centrale. Donc, tous ces éléments, je voulais faire une sorte de cadavre exquis, mais un peu comme les plaques photos, c'est d'arriver à faire un cadavre exquis et qui après est un sens une fois que tous ces éléments sont mis en place. C'est-à-dire qu'ils génèrent par eux-mêmes une ambiance particulière, une ambiance décalée. Je voulais quelque chose de décalé, je voulais pas quelque chose de science-fiction, je voulais pas quelque chose de règle fantasy, je voulais pas... Voilà, tout ce qu'on a dit un peu au début, je voulais juste de l'onirisme, une sorte de passerelle vers le rêve. Et voilà. Tu l'as travaillé comment alors du coup? Parce que quand on voit le détail, en fait, on a vraiment l'impression que c'est une vraie peinture entre guillemets. Non, digital. Non, c'est juste 100% numérique. Ouais. Il n'y a même pas d'esquisse, rien du tout, c'est tout numérique. Et l'image, d'ailleurs dans la construction en fait, l'image au départ c'est juste le cadre central avec la perspective des bâtiments. C'était juste ça l'image. Et petit à petit, en travaillant sur machine, j'arrêtais pas d'étendre l'image, de l'agrandir, agrandir. C'est arrivé plusieurs fois de travailler comme ça, de commencer par un petit bout, et puis j'agrandis un coup, et je travaille ce qu'il y a autour. Et j'agrandis encore un coup, et j'agrandis ce qu'il y a autour. D'où le zeppelin qui commence à apparaître, les espèces de pyramides bizarres sur les côtés, la nature, pareil. Et finalement la tour, pareil, j'ai augmenté l'image du double pour avoir la tour la plus grande possible. Donc c'était...
Ça a été fait aussi sur un principe d'accumulation. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets par contre maintenant, parce que ce qu'on n'a pas encore vu du coup. Alors, donc le livre chez Nemos, ça devrait arriver d'ici donc sur Jules Verne, qui devrait arriver, j'en sais rien précisément. Moi, je finis le travail d'ici la fin de l'année à peu près. Le livre sur Jules Verne, on risque de te revoir dans le coin. Peut-être bien, ouais. Donc là, gros travail sur encore plus d'images que sur Kadat, je pense. Enfin, vu comme ça se profile, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je travaille beaucoup pour le jeu en ce moment, tout ce qui est jeu de plateau. Donc je travaille aussi pour... il y a un jeu qui s'appelle Timeline, qui est c'est un travail un peu de psychopathe parce que ce sont des cartes à jouer sur les inventions qu'il faut remettre dans un ordre chronologique. Donc c'est un petit jeu de table familial, tout simple, mais qui, pour bien fonctionner, doit à chaque fois qu'un jeu ou une extension sort, ils sortent sous forme de paquets de 110 cartes. Donc il faut qu'il y ait un illustrateur qui fasse les 110 cartes. Et puis le début, en fait, je l'ai fait, et là j'ai fait plus de 4 versions et je vais encore en attaquer d'autres. Donc j'ai déjà plus de 500 visuels, 500 illustrations de timeline. Et je continue dessus avec Frédéric Henry, qui est un concepteur, game designer, avec qui je continue de travailler. On continue à pas mal développer là-dessus. Voilà. Et puis, dans le temps, je pense, je ferai tout pour essayer de faire aussi des choses avec Mathieu Gabory, parce qu'on a déjà pas mal collaboré ensemble, notamment sur un jeu de rôle, sur les Chroniques des Féales, et qui est l'adaptation des Chroniques des Féales en jeu de rôle. Mais bon, voilà, on croise beaucoup de choses dans nos univers divers et variés, et on a envie de continuer à travailler ensemble. Donc voilà, d'ici 1 ou 2 ans, je pense qu'on va faire des choses ensemble. Illustrateur prolixe. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des questions dans la salle, par exemple, sur son travail? Ou est-ce que vous avez tout compris, il n'y a plus rien à rajouter? On a décrypté complètement le personnage. Ah, je vois une main qui se lève. Il n'y a pas de micro? Non? Si? Ah, il y a peut-être un monsieur qui arrive avec un micro, je crois. Non, il faut venir le chercher, il faut le mériter le micro. Ça marche? Ouais. C'était pour savoir, justement, est-ce que vous avez parlé de plusieurs projets, mais pas vraiment pas de bande dessinée future éventuellement. Est-ce que c'est, pour l'instant, c'est un peu time off, ou est-ce que ça pourrait venir d'ici quelques années, et si vous avez déjà des... En fait, là, j'ai décidé de faire une pause. Pas forcément très longue, parce qu'après, une fois que le projet se signe, encore une fois, l'album, généralement, je le fais dans l'année. Mais il m'est arrivé entre Torrent et Showman Killer de présenter pas mal de projets. J'ai présenté 3 autres projets avant qu'on ne m'appelle sur Showman Killer, et aucun de ces projets n'avait été pris. Qui étaient des travaux de collaboration avec d'autres scénaristes, avec Mosby notamment, et puis Runberg. Et tous ces projets sont passés à la trappe, et moi ça m'avait rendu très triste, à tel point que je m'étais dit, même à l'époque, j'arrête. Et c'est à ce moment-là qu'on me contacte pour Showman Killer. J'ai pas mal d'idées, je me les garde sous le pied pour l'instant, et je verrai vraiment. Mais pour l'instant, ce qui se passe en illustration, je trouve, est un peu plus important dans l'immédiat. Donc je préfère encore creuser ce sillon-là, et puis je verrai. Et juste pour, est-ce que ça serait envisageable pour vous de faire les deux, la BD, le scénario et l'illustration, ou est-ce que vous parlez d'idées, ou est-ce que, oui, bien sûr. Est-ce que vous seriez uniquement sur l'illustration? Je pense que je ferai les deux. Il y a des chances que je fasse les deux, c'est ce que j'ai fait sur Torrent, et moi c'est une liberté qui me plaît bien quand même. Donc, bon, après on n'est pas à l'abri d'un très beau projet, c'est comme quand Gilles me demandait par rapport au cinéma, le cinéma, j'ai envie de dire non, pitié, plus jamais, mais si demain un copain se pointe avec un gros dossier en me disant regarde, on va développer une cité complètement folle avec 500 000 personnages dedans, il faut tous les dessiner, oui, j'ai envie de sauter dessus. Donc en bande dessinée, ça se passe aussi, c'était le cas pour Runberg, par exemple, c'est lui qui fait Orbital. Oui, quand il est arrivé avec son projet, j'avais envie de le faire. Voilà. D'autres questions? Ah, il y a une question là-bas. Et après, ce sera l'heure du goûter. Oui, je
voulais parler pour l'affiche que vous avez fait pour les Utopiales. Vous avez dit à peu près que c'était une porte ouverte sur l'origine, enfin sur une cité. Oui, c'est ça à peu près. Ouais. Je voulais savoir comment ça se fait que la cité, il n'y a aucune personne en fait. C'est que des bâtiments. Ah oui, mais il y a une personne dans l'escalier et deux autres personnes qui étaient dans l'eau. Il y a un drôle de texte devant. Et il y a le texte devant. Il y a un fond du haut noir vers le bas. Donc, les personnages sont où là? Vous avez été obligé de marquer Utopia à un moment donné. Je les vois pas là. Vous avez une sorte de tache là, juste au milieu. La force d'un personnage en cap. Parce que quand même, le sujet à la base c'est l'origine. Donc ça nous touche tous. C'est une recherche chez l'homme. Donc moi je trouvais je trouvais ça très 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 joli, mais je trouvais un peu votre dessin stérile. Un peu désincarné? Oui, voilà, exactement. Ouais. Pourtant c'est pas ce qui manque au niveau symbole masculin. Oui, non mais il y a vraiment tout là, c'est vrai que c'est très joli, il y a plein de choses. C'est très fourni, c'est un dessin qui est très fourni, ça va loin. Mais ça vit pas. Il n'y a personne, il n'y a aucune personne qui descend l'escalier, il n'y a aucune vie en fait. Tout est figé, tout est stérile, j'ai l'impression, pardon. Mais c'est intéressant, mais il y a quand même un personnage en cap qui monte l'escalier. Et oui, le petit point là-bas. Ça, c'est la différence entre l'illustrateur sur son écran et l'imprimeur. Ouais, je vous remercie. On va remercier Nicolas de s'être prêté au jeu. Et bonne continuation à toi pour nous fournir plein d'images dans tous les domaines. Comme quoi, il y a quand même de belles choses à faire encore en France dans l'illustration. Merci à toi. Merci.